Levra, c'est une plateforme, enfin c'est plusieurs outils en fait au final qui sont faits pour aider les développeurs à optimiser leur création d'applications. On va leur permettre de créer plus rapidement les applications, de les héberger plus facilement et de s'ancrer dans un numérique plus responsable et plus souverain, en essayant de mettre en place des systèmes pour que les applications soient plus vertes et pas gérées par les GAFAM notamment. Et aujourd'hui, on va vous présenter un peu ce qu'on a fait la semaine dernière, puisqu'on est allé au Devoxx de Devoxx France qui s'est passé à Paris. C'était 3 jours très intenses. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, Aliénor, mais C'est c'était super intense. très intéressant. Mais le vendredi, moi, j'étais sur les rotules dès 9h du matin. Mais c'était très intéressant. Pour le coup, des sujets très techniques. En fait, il y a un peu de tout. C'est pour ça que je parle aujourd'hui, puisque moi, je ne suis pas du tout développeuse, mais plutôt côté communication et marketing. Mais du coup, Thomas, qui est vraiment profil ingénieur CTO avancé, donc qui était plus intéressé par les sujets tech, et moi qui étais intéressée du coup par les sujets où juste je comprends l'intitulé déjà au départ. C'est pas mal. Du coup, à tous les deux, on a fait un bon mix en fait de l'ensemble des conférences qui sont proposées. Donc le Devoxx, en fait, c'est une franchise qui circule de pays en pays. Là, au mois de mai, il va avoir lieu en Grande-Bretagne, à Londres. Et du coup, donc là, c'était l'édition française. Et c'est le plus gros événement à destination des développeurs, alors plutôt orienté DevOps, mais finalement élargi à tout un tas de sujets tech et donc non tech. Donc il y a des formats très variés, ça va de la conférence de 3 heures aux petits quickies, comme ils appellent ça, de 15 minutes, des keynotes d'ouverture, donc dans la grande salle, un grand amphi qui doit faire peut-être, 500, 600 personnes, je pense, sur des sujets qui ont pas grand-chose à voir avec le développement, mais super intéressants. Comme on a eu le parcours d'une femme qui est CRS et guide de haute montagne et qui a fait sa place dans ce milieu-là, ou un gars qui était spécialisé dans le cognitif et la philosophie. Enfin voilà, ça regroupe plein de sujets différents. Il y a aussi des hands-on dont vous parlera Thomas, hands-on pour main sur le clavier. Et donc voilà, des formats hyper variés, mais qui s'enchaînent en fait à longueur de journée. Donc on peut vraiment rester en salle de conférence de 9h à midi et demi. On fait une pause, on avale un sandwich qui nous est vendu avec le prix du billet. Et on repart l'après-midi, voilà. Et en fait, ça ne s'arrête pas. Bah, même il y a des quickies entre midi et 2, il me semble. Donc on peut ne pas s'arrêter On du peut tout. ne jamais s'arrêter. Et en même temps, voilà, c'est bien de se faire le planning justement un peu à l'avance pour avoir une idée de ce qu'on veut aller voir. Et en même temps, on passe son temps à ressortir l'agenda pour essayer de se souvenir dans quelle salle c'est. Enfin bon. Et de toute façon, tous les replays seront bientôt disponibles sur YouTube de toutes les conférences. Donc ça, c'est cool. Moi, j'ai retenu un peu 3 thématiques cette année là qui se dégageaient, qui étaient l'IA à fond. Pas mal d'IA. Comme toujours dans ces conférences-là, et on voit bien que ça commence un peu à bouger, mais c'est laborieux. Les femmes, la place des femmes un peu dans la tech. Et quelques sujets quand même autour justement du changement climatique et d'une prise de conscience et de comment les développeurs peuvent améliorer un peu leurs pratiques soit en utilisant des outils, donc on a parlé de Quarkus, on a parlé de choses comme ça, soit simplement de façon plus large, comment ça a impacté un peu le monde digital aussi, le changement climatique. Pour info, un combi, donc 3 jours comme on a fait avec Thomas, ça coûte 680 €, donc c'est quand même une grosse somme par personne, bien sûr. Donc sandwich fourni, boisson fournie tout au long de la journée. Je ne connais pas les tarifs pour les autres journées, mais c'est vrai qu'en 3 jours, voilà, c'est hyper dense, en sachant que c'est la journée du jeudi qui avait l'air d'être la plus riche, et que le jeudi soir en plus, il y a la soirée, et donc on reste jusqu'à 22h.
30. pour les musiciens. Ouais, ou pour ceux qui apprécient la musique. Parce que du coup, il y avait pendant la soirée, en fait, ils proposent voilà, un bar à pâtes, des conférences qui continuent et des massages. Donc moi, je me suis fait masser, par exemple, trop bien. Et une scène ouverte, en fait, pour une jam session. Voilà, ils mettent des instruments à disposition, donc c'est quand même, enfin, c'est hyper sympa parce que ça a duré quoi, 2 heures? Ils laissent ça ouvert pendant Ouais. 2 heures à peu près. Facile, ouais. Et Thomas, du coup, a montré tous ses talents à la batterie et à la guitare. Ouais. Mm. Ça faisait 15 ans que j'avais pas touché une batterie, mais ouais, ça Et ça tu l'a t'es fait. retrouvé à jouer avec qui déjà? C'était qui? Il gars y avec avait, qui t'as joué? c'était le patron de Clever Cloud, donc que j'avais pas reconnu tout de suite et qui, du coup, avec qui je jouais. Donc on a une question, ouais, c'est tarif visiteur plus conférence, parce qu'on peut juste visiter le salon, il me semble. Et du coup, nous, c'était le salon visiteur du salon plus les conférences. Donc c'est pour ça que c'est 680 €. Après, donc il y a un énorme salon et un énorme espace exposant. Mais alors, on a quand même pris le temps en arrivant de regarder un peu tous les exposants et tout. Mais Pardon? Discord? Ah non, non, pourtant il était fermé. Ah non, ça c'est bon. Désolé, hein. Normalement tout est fermé, il n'y a pas de raison d'entendre. Bon. Du coup, qu'est-ce Ouais. que je disais? Et Oui, ouais, tu je trouve disais qu'il sur le faut. salon, ouais. Bah, ça demande un temps fou, en fait. D'aller voir tout le monde, ouais. Si on avait dû passer sur tous les stands, de se renseigner sur, enfin, en dehors des gros, voilà, qu'on connaît déjà, aller Ouais. voir tous ceux qu'on connaissait pas. Faut choisir son camp, je trouve un peu à un moment. C'est soit tu prends le temps d'aller côté salon, soit tu vas aux conférences, quoi. Ouais, sachant que côté salon, il y a quand même beaucoup d'animations. Il y a vraiment des stands qui font des grosses animes, donc des jeux, des trucs à gagner, vraiment plein de choses. De la nourriture même, donc il y a Barbe à vraiment plein papa, de choses. Ouais. popcorn. Des crêpes. Nantes, ils ramènent des crêpes. Et pour le coup, c'est surtout, moi ce que j'ai trouvé un peu dommage sur cette partie salon, c'est qu'il doit y avoir 50% de SN, enfin de sociétés de services, et du coup, c'est ces sociétés-là qui vont avoir les moyens d'intéresser les gens, d'aller chercher justement ce genre d'événements, et moins les boîtes qui pourraient être plus intéressantes car plus techniques. Je pense que c'est peut-être un peu ce qui m'a manqué sur la partie salon, c'est d'avoir peut-être un peu plus d'expérience avec les personnes plus techniques, parce qu'il y avait des grosses boîtes genre CouchDB, Nginx, les SonarLint, SonarCube, tout ça, ils étaient sur place. Mais Il c'est y vrai avait que même PMU, oui. Leroy Merlin. Pour le coup, oui, ça faisait partie des 50% que je considérais. C'est vrai que c'est pas des ESN, mais Oui, c'est plus d'accord. des sociétés qui essayaient de recruter en fait les développeurs qui venaient au DevOps, pardon. Et c'était peut-être ce qui était un peu dommage, mais bon après c'est normal aussi de venir chercher. Ce qu'il y a, c'est que les pour des profils là où petites ils boîtes sont, comme nous, enfin, on s'était renseigné au début juste comme ça pour connaître un peu les tarifs pour les exposants, et le plus petit stand était à 8 000 €, quoi. Donc les gros stands, ils lâchent, enfin voilà, je sais pas combien ils lâchent, mais Après, c'est peut-être ce qui permet aussi d'avoir le salon Oui, de oui, qualité oui. autour, hein, donc on Ah bah comprend après, aussi c'est au les Palais des tarifs. Congrès de Paris, donc Oui, c'est c'est ça. énorme. Donc il y a un gars, je sais pas si je t'avais dit, mais il y a un gars qui a mis un calculateur de pas pendant le salon, Ah d'accord. et il a calculé une moyenne de 8 km/4 par jour. Ah ouais, Donc quand je même. pense que c'est à peu près tout ce qu'on a fait. Ouais. Parce que c'est très grand, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de salles. Et il y a des moments, on est un peu comme Astérix qui va chercher un formulaire là, dans le dessin animé On s'est perdu quelques fois. Ouais. à se perdre. Voilà, la mezzanine Neuilly, la mezzanine Paris. Enfin bon, il y a des salles de partout. Donc voilà. Après Thomas, il y a un format toi que tu as bien aimé. Ouais, pour le coup, c'est le Hands-on Lab. Ça, c'est vraiment un format très sympa où tu viens avec ton ordi et du coup, tu bosses pendant 3 heures pour le coup à essayer de suivre un tuto avec la personne qui te l'explique en temps réel. Donc, moi, c'était un tuto sur des outils autour de Kubernetes. Donc, c'était des outils. J'ai oublié le nom. Mince. On l'a peut-être là-dedans, Marc.
Mais c'était deux outils en fait qui permettent de manager pas que un Kubernetes parce que c'est des concurrents à... Mince, j'ai oublié l'outil concurrent aussi. Bref, c'est des outils de gestion d'instances en cloud. Donc ça permet de gérer les instances serveurs, ça permet de gérer des instances de base de données, ça permet de gérer des instances de S3 pour stocker des données. C'est des outils très intéressants et pour le coup d'avoir construit tout ça en 3 heures, donc c'était vraiment hyper cool. Donc ça c'était une conf, un hands-on qui était financé par Google parce que du coup on faisait ça sur les services de Google. Mais pour le coup, ça restait très intéressant et ça permettait de voir aussi comment fonctionnaient les services de Google avec ces systèmes-là, quoi. Et pour le coup, j'aurais voulu en faire d'autres, des hands-on, mais ils étaient répartis sur 2 créneaux horaires, donc un le mercredi, il me semble, et un le vendredi. Et pour le coup, ceux qui m'intéressaient étaient tous le mercredi, ceux du vendredi m'intéressaient un peu moins, donc j'ai pu en faire qu'un seul. Mais c'est vraiment un format que j'ai kiffé, quoi. Il y a Beaufurixi Maple qui nous dit un peu normal que les gros soient présents. Annonceurs plus recruteurs, je pense. Oui, bah oui, c'est clair. C'est normal. Beaucoup d'ateliers avaient vraiment l'air intéressants. J'espère que l'année prochaine, il y en aura plus. Il y en aura d'autant plus qu'en fait, ils ont annoncé pendant le Devox qu'ils allaient louer un étage supplémentaire au Palais des Congrès. Et alors, on ne sait pas si c'est pour mieux répartir peut-être les visiteurs, parce que là, quand on dit qu'il y avait du monde, c'est que c'est un peu blindé, le métro à l'heure de pointe, partout où on va, quoi. Et sur le salon, et pour assister aux conférences, il faut se pointer un quart d'heure avant, sinon il n'y a plus de place. À la sortie des salles, là, il y a une vague de chaleur et d'odeur qui arrive d'un coup. Ça fait... Le jeudi, il y avait vraiment du monde. C'est bien peuplé, mais du coup, oui, ils augmentent la capacité l'année prochaine. Donc, je pense qu'il y aura quand même peut-être un peu plus de visiteurs. Et du coup, potentiellement plus de conférences aussi. Mais là, ils sont quand même à 200 conférences sur 3 jours. Je pense qu'à Thomas et moi, on a dû en faire peut-être... on a fait moins 10 chacun. Oh, même peut-être plus. Hein. Ah oui. Ouais, j'ai pas compté. Je les ai pas toutes comptées. Je les ai notées, mais je les ai pas comptées. Après, c'est vrai que pour le cerveau même, c'est vrai qu'on s'est fait la réflexion, c'est fatigant aussi, quoi, parce qu'on passe d'un sujet à l'autre. Les conférences sont quand même toutes intéressantes et on apprend des choses. Ouais. Après, voilà, ils arrivent à bien divertir aussi les sujets. Moi qui connais rien, encore une fois, en développement, on a été assisté à la création d'un ordi en 8 bits from scratch. Donc là, le gars parlait tellement vite. Oui, par contre, il parlait très vite. En même temps, il n'avait pas beaucoup de temps pour faire son ordi. Mais la vache, où est-ce qu'il arrive à faire tenir en 45 minutes, c'était impressionnant. Parce que le principe de sa construction d'ordi est hyper intéressant, c'est-à-dire qu'il partait d'un élément de base donc, qui est juste un transistor. Et du coup, à partir de ce transistor et de câbles, il devait faire toutes les portes logiques pour pouvoir s'en servir après. C'est-à-dire qu'il est obligé de construire un AND pour pouvoir utiliser une porte logique AND après dans sa construction de processeur. Et il a tout fait comme ça graduellement. Et pour le coup, sa démarche est hyper intéressante. Et il a réussi à faire un PC qui fonctionne, qui tourne et tout. Ça fait pas grand-chose, hein, ça affiche juste Ça affiche un petit compteur. Ouais, un petit compteur et une addition. Donc ça faisait pas grand-chose, mais c'est pas mal. Et à la fin, il essayait de montrer une carte graphique qu'il avait fait aussi sur le même principe. Donc, il peut aller très loin comme ça. Et je pense que c'est un passionné qui a envie d'aller très loin avec ça. Ah, il est passionné, ouais. Ouais, clairement. Oui, il est clairement passionné. Et puis, du coup, non, quoi d'autre ? Le manque un peu de visibilité sur l'appli, sur le programme, de devoir se reconnecter à chaque fois sur un programme qui n'est pas super bien fait sur le site du Devox, donc ça... c'est que du coup il y a le programme sur le site et sur l'appli, les deux sont pas liés forcément, parce que du coup on peut mettre des choses en favori et se créer son propre programme. Ce qui est conseillé d'ailleurs, j'avais lu des articles un peu avant qui conseillaient de faire son propre programme avant en fonction des sujets qui nous intéressent, parce qu'il y a des thématiques de sujets, il y avait en gros le Java, l'Ops, et après des sujets un peu autres, genre soft skills ou ce genre de choses. Mais du coup, il conseille de se faire un peu son programme à l'avance pour pas s'éparpiller de trop. Donc moi, pour le coup, je me suis un peu pas éparpillé de trop, toi peut-être un peu moins. Mais moi, je voulais voir un peu tout ce qui se faisait. S'éparpille. Mais ouais. Il y avait cette problématique là sur les apps qui n'était pas forcément très bien faite. Mais bon, c'est pas grand-chose non plus. Ça. On arrivait à s'organiser, quoi.
Et après, l'autre truc cool pour nous, c'est qu'on a rencontré un peu en chair et en os une partie en fait des organisateurs du prochain événement où pour le coup on va être exposant, qui s'appelle le Camping des Speakers, qui aura lieu les 15 et 16 juin en Bretagne, à Baden. Et c'est que la 2e édition, donc là pour le coup, voilà, on ne sait pas trop à quoi s'attendre non plus, ça n'a rien. Alors c'est un peu voilà, l'opposé du Devox, parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde, c'est un format un peu décalé parce qu'ils investissent tout un camping. Mais du coup, les confs ont lieu au boulodrome, au bord de la piscine, en mode barbecue. Enfin, voilà, ils ont pris un peu le contre-pied de ce genre d'événement. Et du coup, ça faisait plaisir aussi d'avoir l'occasion de rencontrer Aurélie, Thierry, enfin voilà. Donc c'est quand même, voilà, c'est un chouette événement. Ça demande de l'investissement physique et physique et mental et financier quand même. Ouais. Mais voilà, je sais pas si on ira tous les ans, mais en tout cas, pour une première expérience, je pense qu'on a. Ouais, non, c'était, enfin moi en tout cas j'ai bien aimé. Tu regrettes pas d'y être allé? Non, pas du tout. Pour le coup, non, c'était vraiment très intéressant. Ben voilà, et puis moi qui ne suis pas développeuse, là où j'avais peur un petit peu au début de vraiment me retrouver que dans des sujets très compliqués, je trouve que voilà, ils arrivent quand même à bien ouvrir sur d'autres sujets, donc tout le monde peut y trouver son compte, je trouve, malgré tout quoi. Ok. Voilà. On a fait le petit tour du DevOps, c'est bon? Si vous avez des questions dessus, n'hésitez pas. Si ça vous intéresse, voilà. Je referai un petit article de blog là-dessus pour faire un petit tour de toutes les confs auxquelles on a assisté. Et puis voilà. Ouais. On va switcher. Je vais passer à la réal et Emeric qui était derrière le PC va venir devant et vous faites quoi du coup? On va expliquer un peu. Donc on a eu des retours utilisateurs sur la plateforme Lenra qui nous ont conseillé de rendre l'accès à la création d'applications un peu plus facile parce que du coup il y avait beaucoup de fichiers en fait dans les templates de projets qu'on a mis en place et pas forcément tous très utiles pour les créateurs d'app. Donc on a fait 2 libs en fait, dont une qui était un peu plus ancienne, mais une nouvelle qu'on va vous présenter, qui reprend tous ces fichiers-là qui étaient potentiellement en trop dans l'application et qui du coup les externalise, qui permet d'avoir dans le modèle d'application que ce qui vous intéresse, donc les vues, les listeners et le manifeste. Ok. Du coup, ouais, on a nos vues, nos listeners donc, qui permettent de gérer les événements et du coup d'interagir avec la base de données et du coup de modifier les données en base. On va voir les ressources, donc là qui contiennent juste le logo de l'ENRA. Et après, on va avoir un dossier service et d'autres fichiers JS qui sont à la base, donc serveur et index, qui eux vont permettre de gérer la partie serveur de ce qui est intégré dans le conteneur de votre application réellement. Donc ça, si on le lance, je vais juste vous montrer à quoi ça ressemble rapidement, pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu. D'ailleurs, il y avait une superbe conf sur Docker Compose. Il y avait un 101 sur Docker Compose qui était hyper intéressant. Donc si vous ne connaissez pas encore Docker Compose, et même si vous connaissez, c'est par des personnes qui maintiennent le projet. Et du coup, ils parlent aussi des dernières fonctionnalités qui ne sont pas encore complètement sorties sur Docker Compose. Et notamment le watch qui permettait de recompiler à la volée un dossier, un dossier Compose dès qu'un fichier est modifié. Donc, ce qui peut être très intéressant. Donc ça, c'est notre vue principale. Donc on voit toutes nos différentes vues qui sont sur l'application avec le logo dont je vous parlais. Et quand on clique là-dessus, on lance un listener. Voilà. Donc rien de très compliqué, c'est juste pour vous montrer les principes. Donc si je passe sur ma branche AppLib, là on voit déjà qu'il n'y a plus rien à la base, à part les fichiers du projet réellement. Donc le fichier Lenra notamment qui permet d'expliquer comment compiler et les package.json qui permettent d'écrire le projet Node. Et en fait ici on voit une lib, donc Lenra App Server,
qui est en Alpha 3 parce que du coup je l'ai versionné que aujourd'hui, hein, donc c'est tout chaud. Et du coup c'est cette lib là qui va nous permettre de gérer l'app avec cette nouvelle façon de faire. Donc dans cette nouvelle façon de faire, en fait, j'ai mis tout dans un dossier SRC. Donc on retrouve le dossier views, le dossier listener et le dossier ressources. Mais j'ai rajouté un dossier class pour gérer les counters. Parce que du coup, l'API nous permet, donc si on va voir dans un listener, de gérer les classes pour traiter directement les données en base. C'est-à-dire que là, on peut récupérer un fichier, enfin un document à partir de la classe counter. Donc il va récupérer un counter, donc là à partir d'un ID, et il va pouvoir l'update après directement. Que la version d'avant était beaucoup plus complexe. Il fallait nommer la collection de données qu'on voulait traiter. Il fallait passer en paramètres l'objet API et ensuite les paramètres qui vont bien. Enfin, c'était pas forcément le plus simple. Là, on essayait de simplifier ça, donc en faisant juste en sorte que l'appel au listener est directement un objet qui lui va pouvoir faire tous les appels qu'il faut. Donc là, si on voit, on peut faire create doc, delete doc, execute query. On a pas mal d'infos. Et l'intérêt de ça, c'est que c'est beaucoup plus maintenable aussi. Nous, on va vous permettre, enfin, on va pouvoir améliorer cette classe-là. Et du coup, rajouter les nouvelles fonctionnalités, notamment celles que tu as commencé à mettre en place, ou que tu as fini de mettre en place. Oui, elle est finie. Donc comment elle s'appelle celle-là? L'update menu. Donc c'est un update menu de Mongo. C'est ça. Donc qu'est-ce que ça permet? Alors, c'est pas encore sur la doc de l'ENRA, ça le sera sous peu. Et l'update menu, en fait, ça va permettre. On va lui passer en. C'est un post, on va lui donner en body deux paramètres. Un select, enfin je sais plus exactement le nom, qui va nous permettre de faire comme une rocket find, de pouvoir sélectionner les documents à modifier. Et le deuxième paramètre c'est update. Et donc on va lui donner les actions. Donc par exemple on va pouvoir lui dire de set telle clé avec telle valeur. Il y en a plusieurs. On a le unset, le replace with. Ouais, donc il y a ces trois-là. Et on a perdu l'écran. Ah, on a perdu l'écran. Très bien. Ça devient récurrent. On n'aurait pas du tout refaire à ce moment-là. Non, c'est ça. Mais du coup, je peux terminer en attendant. Donc voilà, ça va nous permettre de modifier plusieurs objets d'un seul trait en les sélectionnant avec une rocket find. Ok. Et du coup, ouais, cette nouvelle façon de faire va nous permettre de gérer ces ajouts de méthodes beaucoup plus facilement. Parce que du coup, vous les retrouverez directement dans l'objet API. On pourra rajouter ici update menu. Et du coup, avec les mêmes paramètres et du coup s'en servir directement. Pour continuer mon explication, donc ici on retrouve juste au final un fichier manifeste. On voit toujours pas mon écran? Non, toujours pas. Ok. Est-ce qu'il faudrait pas qu'on tente de changer le port? Peut-être. Parce que c'est bizarre. Tu as essayé quoi? 91. T'as pas appliqué? Ah bon? Ouais. T'as fait OK. Oui, mais OK, c'est appliqué. Ah bon? Ouais. Ah bah oui. Hop. Est-ce que tu vois quelque chose? C'est bon. OK. Donc, je disais, on retrouve ici notre objet, notre fichier manifeste qui va comprendre tous les éléments du manifeste. Donc actuellement, on n'a que la route view, mais on est en train de vous préparer des nouvelles fonctionnalités, donc notamment un système de route dans lequel il faudra les déclarer. Donc c'est ici que ça va se passer. Vous allez pouvoir déclarer toutes les vues de votre application directement, toutes les pages en fait de votre application directement. Et ce qui va vous permettre de passer d'une page à l'autre très facilement, comme dans les autres apps classiques, mais du coup qui donne un peu plus de pouvoir sur les apps Lenra. Ici, on a un fichier index.gen.js qui est un fichier généré, notamment par cette lib. Donc, celui-ci, pour le mettre à jour,
on va faire juste un npm run index et ça régénère le fichier. Donc là, si par exemple je modifie mon fichier home pour, plutôt que faire un default, on va faire un test. Hop. Si je refais le gen, hop, on voit qu'il m'a changé mon home en test parce que du coup, ce fichier-là n'a pas de default et du coup, il va prendre le nom de la méthode pour l'ajouter. Comme c'est fait ici dans les systèmes event, ce qui permet d'avoir plusieurs méthodes dans le même fichier et du coup de retrouver cette méthode-là dans l'index. Et l'intérêt de cet index, c'est que du coup, ça nous permet d'avoir des constantes sur les noms des vues et des listeners, et du coup, on va pouvoir s'en servir directement dans notre application. Donc là, on voit ici, on a menu par exemple, pour la récupération d'une sous-vue. Ce qu'on peut faire, c'est directement faire views, hop, menu, menu, hop, et ça va récupérer la valeur correspondante. Point home, hop. Et si je fais un lenra-dev, donc ça rebuild, et ça devrait refonctionner pareil. Hop. Alors, sur le port. Et on retrouve bien nos éléments de la même manière. L'intérêt de ça, c'est juste du coup d'avoir de l'autocomplétion, parce que c'est quand même très pratique dans le développement de l'autocomplétion. C'était déjà le but de notre librairie de composants qu'on peut voir ici, là, l'Enra Components. Donc ça permet de voir les différents composants qui sont disponibles et de voir quelles sont les façons de les personnaliser. Donc là, on voit les directions, on voit plein de choses sur le flex. Et cette autocomplétion-là est due du coup assez libre de composants et de serveurs d'app. Voilà en gros là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut en dire d'autre? Je pense pas grand-chose. Hein. Mais en gros, l'objectif, c'est que vous puissiez comprendre plus rapidement ce qui est dans l'application réellement. Et du coup, aller au plus vite vers votre création d'application. Est-ce que tu as une autre fonctionnalité que tu vois qu'on pourrait présenter? Alors, à l'heure actuelle... Je ne crois pas. Ah si, moi j'en ai peut-être une. Hop. Non, c'est pas ça. Hop, cool. Une des fonctionnalités que je peux vous présenter aussi rapidement, je ne sais pas si tu l'avais mergé du coup ou pas, si tu l'avais sur le CLI. Oui. Sur le CLI de l'Enra. Alors, sur le CLI de l'Enra, on a un peu changé l'Enra New pour simplifier un peu sa façon de fonctionner. Je vais même me mettre là-dedans et je vais faire un l'Enra New. Je vais d'abord faire un cargo install parce que je ne suis pas sûr d'avoir la dernière version. Donc, pour l'installer, on va aller sur l'Enra.io, l'Enra CLI. On voit ici la méthode avec cargo. Oups. Et du coup, on a changé l'Enra New pour permettre de gérer des upgrades de vos applications. C'est-à-dire que dans la version précédente, on faisait un l'Enra New, on se basait du coup sur un modèle de projet comme le template JavaScript ou le template TypeScript. Et derrière, on ne pouvait plus avoir les modifications qui étaient faites dans ce modèle de projet. Du coup, ce qu'on a mis en place, c'est qu'on sauvegarde dans un fichier template, il me semble, .template. Ouais. Le modèle de projet sur lequel l'application a été créée et le commit sur lequel l'application a été créée. Et du coup, ça va permettre de récupérer la différence entre le commit depuis lequel le projet est créé et le dernier commit du modèle. Et du coup, d'appliquer un patch tout simplement
sur le projet courant à partir de cette différence-là. Ce qui va permettre de gérer les montées de version des API, ce qui peut permettre des montées de version aussi des images Docker ou ce genre de choses qui sont dans le fichier l'ENRA YAML, ou d'autres bonnes pratiques qui pourraient être intéressantes pour la sécurité de vos applications. Tout ça, on va vous le permettre en fait beaucoup plus facilement en faisant juste un l'ENRA upgrade et qui va du coup mettre à jour par rapport à la dernière version du template. Bon, l'installation avec Cargo est un peu longue parce que du coup ça recompile tout et ça récupère toutes les sources depuis CRAT. Mais au moins on est sûr d'avoir la dernière version. Hop. Ah oui, et ce que je peux vous montrer aussi là-dessus, c'est que du coup on a mis à jour la doc de l'ENRA. Dans les références, maintenant, vous avez une sous-partie CLI pour avoir la documentation de l'outil en ligne de commande. Donc on peut y retrouver ici comment s'en servir rapidement, mais aussi vous avez la liste des commandes pour pouvoir les utiliser rapidement. Donc l'ENRA New, l'ENRA Upgrade notamment, dont je vous parlais à l'instant. Et du coup, vous pouvez rentrer sur la page pour savoir comment ça fonctionne. Donc, il faut encore qu'on étoffe peut-être un peu plus cette documentation-là, mais au moins, ça vous permet d'avoir de premières informations sans avoir à récupérer le CLI directement, mais au moins à comprendre comment ça fonctionne. Et il y a aussi la description du fichier lenra.yaml, qui est le fichier qui permet de décrire comment votre application est compilée. Et du coup, là aussi, on peut voir la documentation donc, qui est succincte parce que du coup, dans la plupart des cas actuellement, on se base sur le projet Dophigen, qui lui a une documentation un peu plus complète. Ah, on a un problème dans la doc du coup. Il y a un problème dans la doc, ouais. Ok. Bon, faudra que je Mais corrige dans ça. tous les cas, c'est disponible dans les readme des repos Ouais, sur là, ça GitHub. pointait vers le readme du repo de Dophigen qu'on retrouve. C'est juste le lien qui... Ouais. Il faudra que je corrige ça. Ok. Alors, c'est en train d'installer le CLI en lui-même. Donc là, par exemple, non, j'ai pas de fichier l'ENRA template. Ce qui se trompe très bien parce que du coup, ça va permettre de faire le premier upgrade du projet. Donc pour les projets qui n'ont pas encore de fichier upgrade, enfin qui n'ont pas encore de fichier .template, on met un petit message d'alerte et on demande sur quel template il faut se baser. Donc normalement si je mets JS, non, TS. Si, JS. Non, là c'est du TypeScript. Ah oui, donc oui, TS. Ouais. Donc normalement si je mets TS, ça devrait fonctionner. Voilà. Et du coup, il récupère tout le template directement ici. Si je le mets à jour... Non, c'est pas ici qu'il le récupère. Je croyais. Faut que tu fasses yes. Pour qu'il le récupère, non. Ah non, il a déjà récupéré. Non, il a déjà récupéré. Bon, bref. Et derrière, on demande si on veut vraiment check out les informations du template sur le projet courant, parce que le projet courant a déjà des données. Donc on va dire que là, oui, on veut bien récupérer tout. Et du coup, hop, si on met à jour ça et ça, il devrait nous avoir fait quelque chose. Mais là, il n'a rien fait du tout. Ah bah oui, parce que je ne suis pas du tout dans le bon projet. Je ne suis pas sur le projet que je regarde. Tout à fait, j'ai check-out dans le mauvais dossier. Bon, ça c'est pas grave, je ferai le ménage après. Du coup, je vais me remettre dans boule. Hop. Et je refais mon l'ENRA upgrade. Donc je disais TS. Oups. Voilà. C'est bon. Donc là, il m'a créé le dossier donc Git du template. Et il me demande si je veux surcharger. Je lui dis oui. Et là, il m'a fait un checkout. Donc dans ce checkout, il récupère du coup toutes les informations qui étaient déjà là. C'est-à-dire que si j'ai le counter par exemple que je n'ai plus dans cette application-là, il est toujours dans le template, donc forcément il me le rajoute.
Donc le counter, moi j'en veux pas, donc je l'enlève. Même chose pour les classes counter et increment. C'est pas ce qui m'intéresse. Donc le premier upgrade va être un peu chiant à cause de ça, c'est que du coup ça oblige à remettre tout ce qui était nécessaire, mais on voit ici notamment qu'il nous a créé un fichier .template. Et ce fichier .template, du coup on y voit l'adresse du template utilisé et le commit, le numéro de commit. Donc après il faut faire le merge du coup entre ces deux versions là, donc la version qu'on a sur notre app actuelle et la version du template. Donc là on voit que sur la version actuelle, moi j'avais fait plus simple plutôt que de toujours mettre app, donc je vais garder cette version là parce qu'elle est mieux je trouve. Hop. Non il me l'a pas pris. C'est que j'ai pas sauvegardé. Hop, forcément. Donc dans le package, il y a un espace, on n'est pas à ça près. Donc le template, ça je le rajoute parce que c'est très important. Dans le template TypeScript, il y avait déjà un fichier indexgen.ts qui du coup permettait de faire, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, un index sur toutes les méthodes. Il était un peu plus complexe parce qu'il y a il y a d'autres méthodes et il y a d'autres éléments dedans. Donc lui pour l'instant on va le garder, on va juste garder la version actuelle, donc je vais faire un revert. Hop. Dans l'API on voit ici que ça utilise user et la counter, donc on va garder notre user. Normalement vous ne devriez pas avoir beaucoup de modifs parce que l'objectif c'est vraiment de garder votre version de l'application, donc ça je le garde pas, c'est pas intéressant. Et on va mettre find à la place de execute query. Ça je garde. J'ai juste supprimé le log, ça c'est bon. Les system events. J'ai tout gardé. Ça pour le coup, il n'y a rien d'autre à faire. Le home. Même chose, le main et le menu, c'est pareil. On va tout garder parce que c'est mon application qui compte. Donc voilà, donc là j'ai fait un premier upgrade. Admettons qu'il y a une modification sur le template, j'ai juste à refaire un nouvel upgrade et du coup il va essayer de se mettre à jour de nouveau. Là du coup il voit bien que j'ai récupéré grâce au fichier template.template, que j'ai récupéré mon projet à partir du template TypeScript. Et il connaît mon commit d'origine. Donc il va pouvoir me dire que là, par exemple, j'ai aucune modification, donc mon application est déjà à jour. Mais là, du coup, avec les modifications qu'on va apporter, parce que du coup, on n'a pas encore mergé l'ajout des libs, mais du coup, une fois qu'on aura rajouté les libs, il y aura juste à faire un upgrade pour que les libs soient ajoutés dans votre application directement. Voilà, en gros, l'intérêt de ce nouvel Enra-New et l'Enra Upgrade. Voilà. Tu vois d'autres fonctionnalités qu'on aurait rajoutées ? Je pense que c'est tout, on n'a pas fait... Récente, non, actuellement on travaille surtout sur stabiliser les serveurs et travailler sur les bons retours des erreurs et des informations aux clients. Mais côté nouvelles fonctionnalités, à part le système de route qui va arriver très prochainement, je ne vois pour le moment... Non, c'est déjà bien. Rien d'autre. C'est déjà une belle fonctionnalité, c'est déjà pas mal.